Bienvenue sur Digital Congo Télévision pour cette tranche rétrospective qui retrace les grandes activités ou la grande activité, les informations de l'année 2021 en République démocratique du Congo. Les faits marquants, c'est donc sur ce rendez-vous dans votre chaîne numérique. Eh bien, nous allons retracer avec différents intervenants l'année 2021. Vous le savez, cette édition devrait en principe intervenir au début du mois de janvier, mais une année, sinon un début de mois marqué par la Coupe d'Afrique des Nations et Digital Congo, qui est votre chaîne des sports par excellence en République démocratique du Congo, a durant tout le mois de janvier diffusé la CAN, donc la Coupe d'Afrique qui s'est déroulée au Cameroun. Justement, raison pour laquelle nous revenons avec cette page rétrospective au courant donc, de cette édition. Nous allons, avec nos reporters, bien évidemment, de la chaîne numérique, essayer de pulcher toute l'année 2021 à travers différentes rubriques sur la politique, les finances, l'économie. Nous allons parler du social des Congolais. Nous allons également essayer d'échanger sur les infrastructures, la sécurité avec l'état des sièges instauré depuis il y a peu donc en République démocratique du Congo dans deux provinces de la RDC, à savoir l'Ituri et le Nord Kivu. Eh bien, donc nous allons ouvrir le débat dans cette émission avec Lisette Kingakelekelo, à qui j'ai dit bienvenue sur ce plateau. Merci Serge, très ravi. Avec vous, nous allons échanger sur les activités du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale, le Sénat et différentes assemblées provinciales à travers le pays. Quels sont les faits marquants justement de l'activité parlementaire en 2021? Tout à fait Serge, on va dire pour l'année 2021, le Parlement a été marqué par une intense production législative, un contrôle parlementaire régulier. Il y a eu également quelques crises à l'Assemblée nationale comme au Sénat qu'on a pu essayer de résoudre d'une manière à une autre. Et on a également vu différentes interpellations. Bref, une intense production législative et puis une diplomatie parlementaire agissante. Le cas, par exemple, au Sénat, où on va parler d'un bilan qu'on peut dire tout à fait positif. On a vu la chambre haute du Parlement au four et au moulin pour essayer un peu de régler tout ce qui se passe dans les provinces. On a assisté par exemple au premier congrès organisé entre le Sénat et les assemblées provinciales pour justement parvenir à une cohabitation pacifique avec toutes ces crises qui ont secoué quelques provinces. On a vu l'Assemblée nationale s'y mettre pour essayer de résoudre. On a vu le Sénat, qui est l'émanation des provinces, justement pour essayer de régler ce problème. On a vu plusieurs lois être débattues et réglées au Sénat, notamment avec les prorogations de l'état de siège, avec les différentes, la loi des finances 2022 qui a été votée, la loi portant protection des PVH, bref, une intense activité. Le Sénat, au Parlement, l'action était également menée. Vous avez vu la crise qu'on a eue avec les confessions religieuses par rapport à la CENI. On va saluer l'entérinement des membres de la CENI, la mise en place du bureau, avec la fameuse crise qui allait d'ailleurs porter une tâche entre le pouvoir en place et les confessions religieuses. On a vu les deux présidents des deux chambres du Parlement, au four et au moulin, approcher les confessions religieuses pour essayer d'apaiser la situation. Et le tout, donc, on va le retrouver dans cet élément que nous allons proposer. Cet élément que vous avez bien évidemment élaboré avec notre reporter de Digital Congo, John Zati, mais l'opinion est quand même restée attentive par rapport aux crises, parce que vous l'avez évoqué, les crises interinstitutionnelles entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Oui. Effectivement, l'opinion est restée par rapport à ces crises, mais je dis bien, le Sénat, qui est une émanation des provinces, a dû envoyer des sénateurs en province pour essayer un peu de concilier les vœux, d'essayer de voir qu'est-ce qui n'allait pas entre les assemblées provinciales et les gouverneurs en place, d'essayer un peu d'approcher différentes institutions, notamment la justice, qui avait différents dossiers, pour essayer un peu de régler cette situation. Et je pense que maintenant, là, on s'attelle à organiser les élections des gouverneurs et le tout pour parvenir à cette fin. Donc, le premier congrès était salutaire pour essayer un peu d'harmoniser les vœux et voir un peu comment harmoniser cette relation-là. Parce que les uns et les autres ne cernaient pas très bien comment fonctionnait la loi en cette matière. Et voilà, donc, on a essayé de trouver une solution à tout ça. Merci beaucoup Lisette Kingakelekelo. Je vous laisse à présent suivre ce document, la rétrospective sur le travail parlementaire mené par nos deux reporters, Lisette Kingakelekelo et John Nzati. Après, nous allons revenir pour prendre un autre reporter avec un autre sujet. Ça sera peut-être le social ou la politique avec Rachel Massengou. D'abord, suivez.
2021 aura été riche en productions législatives, contrôle du gouvernement, des entreprises publiques et services publics, conformément aux missions constitutionnelles assignées au Sénat. 2 sessions ont été tenues, celle de mars et de septembre. La session de mars a connu l'examen et adoption de plusieurs propositions de loi, dont la loi autorisant la ratification de la RDC, de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. 20 projets de loi et une proposition de loi adoptée, l'élection du premier vice-président, la présentation de 11 rapports par les commissions respectives, la révision de 39 articles du règlement intérieur du Sénat, ainsi que la remise des matériels informatiques à l'administration et au personnel politique du Sénat sont entre autres les réalisations à l'actif du bureau du Sénat pendant la session de mars 2021. La session de mars était également marquée par la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo. Le Sénat a par le truchement de son bureau décidé d'autoriser le procureur général près la Cour constitutionnelle d'engager des poursuites à charge du sénateur Augustin Matata Ponyo dans l'affaire du détournement présumé des fonds destinés aux victimes de l'azarianisation à titre d'indemnisation. Une décision prise conformément au règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement en son article 218. La démission du premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, et l'élection de son remplaçant étaient également au centre de cette session. Plusieurs audiences accordées à diverses institutions nationales et provinciales ainsi qu'aux responsables des entreprises publiques de l'État, aux corps diplomatiques, aux sénateurs regroupés dans différents caucus. La session de septembre, réputée budgétaire, a eu le mérite de doter le pays d'autres lois en sus de la loi des finances de l'exercice 2022. À titre de projet et proposition de loi, l'on peut noter le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la 8e à la 14e prorogation, la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap, le projet de loi autorisant la ratification par la RDC du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique, la proposition de loi sur la transplantation d'organes, des tissus et cellules du corps humain, le projet de loi portant réédition de comptes de l'exercice 2020, le projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2021, le projet de loi d'habilitation du gouvernement. Quant aux activités du contrôle parlementaire, l'on peut citer l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu avec les membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi qu'avec le ministre des Finances. La synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires pour la période du 16 juin au 22 septembre 2021. Le rapport intérimaire sur l'évaluation des recommandations formulées par le Sénat lors de l'examen des lois de finances 2020-2021 et des lois portant réédition des comptes des exercices 2018-2019. S'agissant de la coopération interparlementaire et de la diplomatie parlementaire, plusieurs audiences ont été accordées à quelques ambassadeurs accrédités en RDC, ainsi qu'à diverses personnalités du monde politique, économique, social et scientifique. Et dans le cadre des réformes institutionnelles, le Sénat a rendu public le projet intitulé « Le Sénat se réforme », présenté dans un document articulé en 7 propositions. Ce projet a la vocation de permettre au Sénat de s'impliquer activement dans le développement des provinces et de concourir à la paix, à la sécurité et au développement à la base. Étant donné que le Sénat est une émanation des provinces, le Sénat a pris l'initiative d'instaurer ce cadre en vue de restaurer la confiance et la relation financière entre la province, le gouvernement central et les gouverneurs des provinces. Toujours dans le cadre de réformes institutionnelles, avec le soutien du PNUD, le Sénat a eu organisé du 15 au 18 novembre dernier à Kinshasa un forum de mise en œuvre du cadre de dialogue et de concertation avec les assemblées provinciales. Il permettra en outre de réfléchir sur comment améliorer et renforcer le lien institutionnel, évaluer les besoins de chaque province et proposer des solutions idoines à couler sous forme de résolutions et de recommandations. Une initiative qui a été fortement appréciée par les présidents des assemblées provinciales réunis à Kinshasa. Sur le plan politique, au regard des divergences issues de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, divergences observées au sein de la plateforme Confession religieuse, le président du Sénat
accompagné de son collègue de l'Assemblée nationale, ainsi que quelques responsables des services stratégiques de l'État, ont effectué différentes visites auprès du cardinal Fridolin Ambongo de l'Église catholique et de Monseigneur Bokundoa de l'Église du Christ du Congo en vue d'aplanir les divergences, restaurer ainsi la confiance entre les différentes institutions. Le Sénat a salué l'installation du nouveau bureau de la CENI en vue de l'organisation des élections crédibles et transparentes qui doit demeurer une préoccupation constante, aussi bien pour la classe politique, la société civile et les forces vives de la nation. Et sur le plan social, la session s'est clôturée sur fond de revendications multiples, principalement dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique et aussi de l'enseignement supérieur et universitaire. Sur le plan sanitaire, le Sénat a également été perturbé par la pandémie à coronavirus et par la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu. Sur le plan sécuritaire, la prorogation de l'état de siège a suscité des réactions et des commentaires dans tous les sens. L'opinion publique, dans sa grande majorité, estime que l'état de siège est indispensable et qu'il doit demeurer jusqu'à ce que les causes qui ont prévalu pour son installation disparaissent. La Chambre haute du Parlement a donc voté, une fois de plus, la prorogation de l'état de siège et la loi d'habilitation du gouvernement. En dépit de la menace de la pandémie du coronavirus qui continue de peser sur toutes les activités de la vie nationale, le Sénat s'est acquitté de sa mission. Il a démontré que non seulement il a voté des lois, mais il s'est aussi déployé en province pour assurer sa tâche de contrôle du gouvernement et des institutions. L'année 2021 à l'Assemblée nationale a commencé de manière mouvementée, très mouvementée. Tout d'abord, la convocation par le bureau d'âge d'une session extraordinaire du 5 janvier au 3 février 2021. C'est au cours de cette session que sera poursuivi l'examen des motions en charge des membres du bureau Mabunda, déchus en décembre 2020, bien que non mentionnées dans l'ordre du jour de la session extraordinaire. Une motion inédite de censure s'invitera la même période contre le gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. La motion sera votée le mercredi 27 janvier 2021 en l'absence du concerné et de son gouvernement. C'était le premier grand coup de Christophe Mbosso, président du bureau d'âge, qui se verra récompensé le 3 février 2021, se voyant confirmé président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ce même 3 février se clôturait la session extraordinaire. À la session ordinaire de mars 2021, le gouvernement Samalou Kondé est investi le 26 avril à l'Assemblée nationale. Cela faisait longtemps que le pays n'avait pas de gouvernement. Une motion incidentielle de Lucas Kassongo permettait l'investiture le même jour et la présentation du programme gouvernemental, construire un État fort, prospère et solidaire. Avant la fin de la session ordinaire de mars 2021, en juin, le 4, la nouvelle loi sur la Commission électorale nationale indépendante est votée, ce qui facilitera la désignation des nouveaux animateurs. Après des bousculades et boycotts de la part de l'opposition, le président Mbosso et l'Union sacrée entérinent le samedi 16 octobre 2021 le bureau contesté Kadima sans les représentants de l'opposition qui ne seront rajoutés que très récemment en date du jeudi 23 décembre 2021. Ces candidats, tous désavoués par le Front commun pour le Congo. C'était pendant la session ordinaire de septembre 2021, une session essentiellement budgétaire qui a vu être votée le 11 décembre 2021 la loi des finances du pouvoir central pour l'exercice 2022. Le vote du projet de loi portant reddition des comptes du pouvoir central de l'exercice clos 2020 était un préalable, ce qui fut fait le 3 décembre 2021. Merci beaucoup à Lisette Kenga, Kele Kelo et John Nzati qui nous ont produit ces magnifiques éléments que vous venez de suivre, qui a retracé en tout cas l'activité parlementaire durant l'année 2021. Un autre intervenant sur ce plateau, c'est Rachel Massengo à qui j'ai dit bienvenue sur ce plateau spécial. Merci Serge. Alors avec vous, nous allons parler bien évidemment de la politique. Une année qui a été marquée en tout cas de manière intense par plusieurs activités politiques. C'est entre autres la suite de la fin de la coalition FCC-CACH qui a engendré au début de l'année 2021 l'Union sacrée pour la nation qui a conduit à la formation d'un nouveau gouvernement qui est piloté par Samalou Kondé.
Bien Serge, 2021, comme tu viens de le dire, a connu beaucoup d'événements. Déjà, dès l'entame de l'année, on a vu la nomination de Bahati Lukwebo comme informateur par le président de la République. C'était pour identifier la nouvelle majorité afin de créer l'Union sacrée pour la nation. Et par la suite, il y a eu des consultations. Il fallait regrouper les uns et les autres pour essayer de reconstituer la majorité, vu qu'il y avait déjà rupture entre le FCC et le CACH. Et juste après, on a vu aussi la formation du gouvernement. D'abord, la nomination de Sama Lukonde comme Premier ministre, qui a pu constituer son gouvernement, dit le gouvernement de Warriors. Voilà. C'était seulement au cours de l'année 2021. 2021 également a connu beaucoup d'activités, comme je peux le dire. Il y avait la CENI, la mise en place du bureau Kadima. Il y avait beaucoup de tractations entre confessions religieuses. Ça a créé beaucoup de problèmes. L'activité politique était vraiment intense, vu que le bureau Kadima, il fallait confessions religieuses à gauche, les acteurs politiques à droite. Il y a eu même des marches qui se sont succédés, vu qu'il y avait des mécontents, ceux qui ne voulaient pas la validation de la candidature de Denis Kadima. Il y a eu la coalition Lamouka qui a réagi. Il y avait des marches. L'Église catholique, voilà, on a vécu beaucoup de marches du côté de l'opposition, du côté de Lamouka. C'était au courant de l'année 2021. On a connu aussi la loi Tchani, concernant la proposition de loi Tchani concernant la congolité. Il faut être congolais de père et de mère. Ça a fait aussi du bruit dans des milieux politiques. Tout ça, c'était au courant, voulais-je dire, de l'année 2021. On a eu aussi l'octroi des JIP au député national. Ça a fait parler aussi les politiques. Pourquoi en ce moment? Pourquoi Et tout ça brièvement, Serge, on a eu à le faire dans un petit dossier que vous aurez à suivre ensemble avec Bijoudi. On a réalisé un petit document. Nous allons laisser donc nos téléspectateurs le temps de découvrir ce document sur la politique réalisé par Bijoudi Kalemo et Rachel Massemo. Sur le plan politique, l'année 2021 a débuté avec la rupture entre le Front commun pour le Congo et le CACH, plateforme électorale de Félix Tshisekedi et de Kamere. Une rupture qui a été perçue comme la victoire du CACH, ou mieux de l'UDPS sur le FCC. Le 1er janvier 2021, l'honorable Bahati est nommé informateur pour identifier la nouvelle majorité au sein du Parlement. Le même mois, le président de l'Assemblée nationale a été installé définitivement. Le 22 février 2021, le pays assiste au début officiel de consultation. C'est en ce moment que le pays a assisté à une machination sans précédent. Au terme de consultation, plusieurs membres du FCC, même les caciques, ont migré vers le camp du président de la République en joignant l'Union sacrée pour la nation. Après 2 mois de tractation, le président nomme le formateur, soit le 12 avril 2021, en la personne de Jean-Michel Sama Lukonde. Avec l'arrivée d'un jeune à la primature, une lueur d'espoir est née dans le chef de la population. Face aux défis politiques et économiques, Sama Lukonde a déclaré que lui et son gouvernement sont des warriors et qu'ils étaient à même de relever le défi. En ce qui concerne le profil, nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne moralité, de moralité avérée, parce que ça c'est important. Il faut dire que le président Félix Tshisekedi s'est doté de moyens d'action avec la nouvelle majorité au sein du Parlement, après avoir mis fin à l'accord de coalition qui est lié avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Après l'investiture du gouvernement Sama, le chef de l'État, lors d'un conseil de ministres le 30 avril, a décrété l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. L'état de siège a pris effet le 6 mai 2021 jusqu'à ce jour. Après concertation avec le Premier ministre et le président de 2 chambres du Parlement, le président de la République Félix Tshisekedi a décidé d'engager les forces armées de la République démocratique du Congo dans une vaste opération visant l'éradication totale de l'insécurité dans la partie Est. L'état des sièges est proclamé pour une période de 30 jours renouvelable. Au nom de la paix, les confessions religieuses ont salué cette mesure. Par contre, la plateforme Lamouka dénonce l'amateurisme avéré dans la gestion de l'État
et se pose de questions sur le choix délibéré de ne proclamer l'état de siège qu'en Ituri et au Nord Kivu. Or, les problèmes d'insécurité touchent également le Sud Kivu et le Tanganyika. Dans la perspective 2023, le gouvernement Sama s'est également fixé l'objectif de préparer le prochain cycle électoral et il a promis d'alimenter annuellement une ligne budgétaire à cet effet. Et à ce sujet, plusieurs forces vives de la nation se sont exprimées sur la nécessité de respecter le cycle électoral de 2023. Elles ont insisté également sur la nécessité de tenir compte de préalables importants à franchir. Premièrement, la réforme de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Ensuite, l'audit de la gestion de l'ancien bureau de la CENI. Enfin, la désignation consensuelle de ces nouveaux animateurs. Les partisans de Félix Tshisekedi ont, quant à eux, posé la condition de recensement général de la population congolaise avant toute convocation de l'électorat en 2023. Une proposition qui a fait polémique dans la classe politique congolaise. Du coup, tout le monde se réveille et crie au respect du calendrier électoral. La plateforme de confession religieuse de la RDC a affirmé qu'elle ne tolérera pas le report des élections de 2023. Aussi, plusieurs confessions membres de cette plateforme ont tour à tour publié leur feuille de route électorale. Elles ont aussi appelé les candidats au poste du président de la CENI à soumettre le dossier de candidature. Il faudra indiquer ici que les confessions religieuses avaient dénoncé il y a près d'une année la tentative du FCC de placer Ronsard Malonda à la tête de la CENI après un vote qu'elles ont qualifié de suspicieux. Après plusieurs marches de protestation, le président congolais a rejeté la procédure d'entérinement de Malonda. D'où cet appel encore aux confessions religieuses de proposer un autre président de la CENI issu réellement d'un consensus. Devant le risque d'instabilité que pareille situation est susceptible de créer, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, est appelé à veiller à tout moment à l'apaisement au sein de la communauté nationale. C'est ainsi qu'il a recommandé qu'un tel processus qui impacte la politique nationale du pays soit conduit dans un esprit de consensus, d'apaisement et dans le strict respect des règles régissant cette plateforme. Malheureusement, le consensus autour d'un candidat n'a pas été dégagé. Même scénario que celui de Malonda. Denis Kadima est accepté par 6 confessions religieuses, hormis les églises catholiques et protestantes, car jugées trop proches de Félix-Antoine Tshisekedi. En dépit des oppositions des églises catholiques et protestantes, Denis Kadima a été désigné président de la CENI. Voilà qui augure de lendemain incertain sur le plan politique. En plus de sa proximité avec le président de la République, l'Église catholique et protestante réunies ont accusé même Denis Kadima de corruption. L'opposition menée par Martin Fayoulou promet d'intensifier les manifestations contre l'entérinement de Denis Kadima. Pour les observateurs, ce qui risque de replonger la République démocratique du Congo dans le scénario d'un processus électoral tendu à l'horizon 2023, date de prochaines élections générales. Le 15 septembre 2021, une marche organisée par la MOCA est réprimée par la police nationale. L'opposition dénonce une prise de contrôle de la CENI par le camp présidentiel. Colère de députés de la coalition FCC pour Kabila qui qualifie cet acte de dictature, un énième forcing, avant même la validation de l'équipe Denis Kadima à l'Assemblée nationale. Au terme d'une marche de protestation, Martin Fayoulou, coordonnateur de la coalition Lamuka, a mis en garde le pouvoir contre tout passage en force. De son côté, la confession épiscopale nationale du Congo, la SENCO, par la voix de l'abbé Chollet, appelle le président congolais à prendre ses responsabilités. Comme qui dirait le chien à bois, la caravane passe, le président de la République a confirmé l'équipe Kadima le 23 octobre 2021 et ce, malgré le marche des protestations. Pris au dépourvu, l'opposition, les forces vives se sont réunies et ont organisé plusieurs marches pour dire non à l'équipe de Kadima sans succès. Le bloc patriotique
politique a réussi à organiser une marche autorisée par l'hôtel de ville où la mobilisation était totale et, à en croire certains analystes, a même fait trembler le camp présidentiel. Après quoi, aucune autre marche au sit-in devant la CENI n'a été autorisée. Le 26 octobre, les membres de la CENI ont prêté serment bien que l'équipe était incomplète. Après les discours du président de la République devant le Congrès le 12 décembre 2021, invitant l'opposition à envoyer la liste pour compléter l'équipe Kadima, et malgré les refus catégoriques de l'opposition, soit du FCC ou encore de l'Amouka à prendre part à l'équipe Kadima, certains se sont désolidarisés pour donner leur nom, puis voir leur nom être entériné par l'Assemblée nationale. À ce jour, l'équipe Kadima est complète. Le train est réellement en marche. Bref, l'année 2021 a été marquée par plusieurs événements politiques à l'instar de la loi Tchani sur la congolité, remise des jeeps de marque Hyundai Palisade aux députés nationaux et sénateurs qualifiés de corruption ou encore des motivations, l'attitude de Mbosso vis-à-vis de ses collègues au Parlement qui ont même inspiré certains artistes musiciens. Merci donc à Bijouidi Kalemo et Rachel Masengo pour ces documents qui retracent l'activité politique en 2021 en République démocratique du Congo. Nous poursuivons donc cette tranche rétrospective avec beaucoup d'informations. Nous allons à présent essayer d'évoquer les activités du président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange. Pour ce faire, je reçois Rita Bitota Shikai, à qui j'ai dit bienvenue. Merci Serge. Alors Rita Bitota, c'est notre coordonnatrice télé, c'est pratiquement elle qui nous gère ici sur Digital Congo en ce qui concerne la diffusion et tout ce qui est production télévision. Avec elle, nous abordons donc cette question, que doit-on retenir finalement de l'activité du président de la République honoraire en 2021? Déjà, il faut savoir que l'homme est resté égal à lui-même. Très silencieux, mais avec des activités très quand même. Très avare en parole. Mais dans ce silence-là, beaucoup de choses ont été faites. Dès le début de l'année 2021, on va voir Joseph Kabila aller répondre à une invitation des autorités émiraties, à Abu Dhabi précisément. Beaucoup de gens polémiquaient sur cette affaire, comme quoi c'était déjà l'exil pour Kabila. Voilà, il était allé en réalité participer à un colloque international de haut niveau sur la défense. Et donc, c'était une invitation d'ailleurs qu'il avait reçue bien avant, et donc il avait décidé d'y répondre en février 2021. Après ça, Joseph Kabila va recevoir le prix de récompense des Palish Zambian, édition 2021. C'est organisé en Zambie et donc il a été plébiscité, l'icône panafricaine pour la paix et le développement durable. Il faut dire que Joseph Kabila est resté une référence sur le continent et donc il a à son actif une expérience large à partager avec les nations africaines. Voilà, c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'il faudrait circonscrire ce plébiscite-là. Il a également défendu sa thèse en sciences sociales et humaines à l'université de Johannesburg. Et donc désormais, il n'est pas seulement sénateur à vie, il n'est pas seulement président honoraire. Il faudra également s'habituer à l'appeler docteur Joseph Kabila. Docteur et donc Joseph Kabila. voilà, en peu de mots, ce qu'a été l'année 2021 pour Joseph Kabila, qui est resté quand même très proche aussi de ses concitoyens, parce qu'on l'a vu aller s'incliner devant le dépouille mortelle de Monseigneur Tarsis Tafunga, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Voilà. Alors, nous allons laisser les téléspectateurs découvrir en tout cas en images avec commentaires ce qu'a été l'année 2021 pour le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, un élément signé Rita Bitota Shikai et Bénédicte Ndembe. Depuis
Depuis son retrait de la présidence de la République démocratique du Congo, le président honoraire Joseph Kabila Kabange est devenu plus qu'une source d'inspiration pour plusieurs leaders africains. Il est presque toujours entre deux avions pour partager son expérience d'avoir réussi à sauver la République démocratique du Congo du plan de la balkanisation et de le remettre sur le rail. L'année 2021 a été marquée par d'intenses activités pour le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. En février, le 22 février 2021 pour être précis, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, en provenance de Lusaka en Zambie, s'est rendu aux Émirats arabes unis pour une visite de 3 jours. L'ancien président de la République démocratique du Congo était allé honorer une invitation de longue date. À Abu Dhabi, Joseph Kabila Kabange a pris part à la conférence internationale sur la défense. Après ce court séjour aux Émirats arabes unis, l'ancien chef de l'État a séjourné à Harare, au Zimbabwe, avant de regagner la République démocratique du Congo, plus précisément Lubumbashi. Sur place, en retrait dans sa ferme privée de Kashamata, Joseph Kabila Kabange va déployer d'intenses activités avec les membres de sa famille politique. Le 8 avril 2021, on le voit en public assister aux obsèques de Monseigneur Jean Tafunga. À sa sortie, il sera très ovationné par le public qui l'aperçoit. L'homme de la passion, c'est confiance, Chikata. La passion de Chikata. La passion du Congo. Le 14 avril, le sénateur à vie reçoit dans sa ferme privée de Kashamata la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Bintou Keïta. Au cœur des échanges, les fondamentaux sécuritaires, avec notamment l'avènement de nombreux groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. 2 heures d'échange entre les deux personnalités. Après près de 4 mois passés à Lubumbashi, Joseph Kabila Kabange regagne Kinshasa, la capitale, sous une fine pluie par l'aéroport international de Njili. En retour, qui vient couper court aux rumeurs alimentées par ses détracteurs qui l'imaginaient en exil. Ce retour dans la capitale a fait déchanter beaucoup et en même temps conforte sa position d'un grand leader. Dans la capitale congolaise, à chacune de ses rares apparitions, c'est l'euphorie. L'homme continue à occuper une place de choix dans les cœurs de ses compatriotes. Le 18 octobre 2021, Joseph Kabila Kabange participe et partage son expérience à la 5e édition des Palish Zambia. Mais bien avant son départ pour la Zambie, plusieurs de ses compatriotes l'ont accompagné à la frontière comme d'habitude, c'est la liesse. Au cours de la 5e édition Palish Zambia 2021, le sénateur à vie recevra son prix d'honneur. Il est récompensé pour son leadership sur la paix et le développement durable. Comme le renseigne cette affiche, Joseph Kabila Kabange, icône panafricaine pour la paix et le développement durable. L'ancien président de la République démocratique du Congo ne cesse d'être un modèle et une référence pour plusieurs organisations africaines. Après la Zambie, direction l'Afrique du Sud. Le 22 octobre 2021, Joseph Kabila Kabange est proclamé docteur après la soutenance de sa thèse. Il obtient son diplôme de master à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud. Du désespoir à la stabilité vers la renaissance de la République démocratique du Congo. C'est l'intitulé de son travail de fin d'études pour la diplomatie et le leadership. Un récit plus précis sur le processus de stabilisation de la République démocratique du Congo. Du haut de son expérience dans la gestion d'un pays post-conflit, cas de la République démocratique du Congo,
le récipiendaire a pratiquement tout dit. L'année 2021 a failli s'achever de manière dramatique pour le sénateur à vie. Le samedi 18 décembre 2021, Joseph Kabila Kabange va connaître un accident de circulation à l'entrée de son domaine privé de Kingakati. Une belle frayeur, mais plus de peur que de mal, le sénateur va s'en tirer sain et sauf. Et d'ailleurs, les images qui ont circulé quelques heures après cet accident les témoignent. Le Raïs va bien, on peut même dire très bien. Voilà ce qu'a été l'année 2021 pour le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Alors, vous venez là de suivre avec le concours de Mme Bitota et Bénédicte Ndembe ce qu'a été les activités du président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange durant 2021. Nous allons vous garder sur ce plateau pour finalement échanger avec vous sur les activités du chef de l'État, l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah oui, elles étaient intenses, mais on a sélectionné quelques-unes. Déjà en février, le président de la République prend les commandes de l'Union africaine. Il est désigné par ses pairs comme président de l'Union africaine et il va placer sa mandature sous les signes de la culture. Et ce n'est pas tout. On va voir le président Tshisekedi prononcer son discours du haut de la tribune des Nations Unies. Et là, il va mettre un accent sur les terrorismes qui paralysent le continent africain, mais particulièrement l'Est de la République démocratique du Congo. Et là, il va évidemment demander à toute la communauté internationale de mutualiser les efforts pour mettre fin ou éradiquer ces fléaux qu'est le terrorisme. Mais ce n'est pas tout. On va voir le président Tshisekedi également participer au sommet du G20. Et là, il va faire entendre la voix du continent africain, bien évidemment sous sa casquette du président de l'Union africaine. Et il va clôturer l'année par la grand-messe de l'environnement. Il a pris part active au sommet, comment on va dire ça, à la COP26. Et là, il va présenter le pays comme pays solution, voilà, au regard de ses potentialités. Voilà en quelques lignes ce qu'a été l'année 2021 pour le président Tshisekedi. Alors nous allons suivre en image avec le concours rédactionnel, bien évidemment, de notre coordonnatrice Rita Bitota Shikai et de Papi Waboui qui est le directeur radio. Mais retenez quand même que le mandat du président de la République à la tête de l'Union africaine a été également marqué malheureusement par cette pandémie qui est la Covid-19 qui n'a pas finalement on a vu le président de la République être pratiquement seul. En fait, l'activité s'est passée plus par visioconférence. C'était vraiment, comme vous l'avez dit, en pleine crise sanitaire. Alors, suivez et on se retrouve juste après. Dès l'entame de l'année 2021, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, prend la présidence de l'Union africaine. Il succède à Cyril Ramaphosa, le Sud-Africain. En pleine crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le chef de l'État se rendra au siège de l'organisation à Addis Abeba en Éthiopie. Il sera face à une assemblée plénière vide, privée de son habituel parterre des chefs d'État et invité en raison de la crise sanitaire. Une pandémie qui va marquer toute sa mandature, placée pourtant sous le signe de la culture. Le nouveau président de l'Union africaine va donc décliner ses priorités. Elles sont nombreuses en matière de l'environnement, de sécurité et de gestion des crises politiques. Le tout nouveau président de l'Union africaine va devoir tout de suite gérer les contentieux du grand barrage de la Renaissance. À Kinshasa, lui-même va chercher à mener les négociations. Sur le continent, il va également prendre part aux obsèques d'Idriss Déby tué au front. Le décès brutal du maréchal du Tchad devrait en réalité servir, en mémoire de l'illustre disparu, de catalyseur pour une véritable union du peuple tchadien dans sa plus grande diversité. Notre continent a assez souffert du manque d'unité et de stabilité.
Face à la spirale de coups d'État en Afrique, le président en exercice de l'Union africaine a fait entendre sa voix tout en condamnant fermement la prise du pouvoir par les armes. Sa fonction de président de l'Union africaine va le contraindre à effectuer plusieurs déplacements sur le continent et dans le monde. Du haut de la tribune des Nations Unies, par exemple, Félix Antoine Tshisekedi, en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, a exhorté la communauté internationale à mutualiser les efforts pour éradiquer ce fléau de l'insécurité. Après les Nations Unies, Félix Antoine Tshisekedi sera l'invité du sommet de G20 à Rome. Là encore, il va porter haut la voix de l'Afrique. Après Rome, il se rendra à Copenhague pour la COP26. Au cours de la grande messe de l'environnement, le chef de l'État présente la RDC comme pays solution face aux enjeux climatiques. Son retour au pays sera très mouvementé. Accueilli depuis l'aéroport d'Ndjili par ses nombreux sympathisants de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi sera conduit en pompe et escorté jusque dans ses bureaux. Et au pays, le chef de l'État a inauguré l'école de guerre et lancé la première promotion. Cette école construite grâce à la coopération entre la RDC et la France. Il a été également dans l'est du pays, d'abord à Goma, où il a consolé les victimes du volcan Nyiragongo qui a endeuillé la population du Nord Kivu. Dans une province en état de siège, Félix Antoine Tshisekedi sera également à Beni, théâtre des attaques des ADF, puis à Ituri. Ce séjour lui permettra également de rencontrer son homologue ougandais. Ensemble, ils vont lancer les travaux de construction de la route Beni-Kasindi, Butembo-Bunagana-Goma. Et longtemps réclamé dans son Kasaï natal, le chef de l'État effectuera vers la fin de l'année 2021 une tournée dans le Grand Kasaï où il va palper du doigt les difficultés de cette population et surtout l'écouter. Batatu ni bamamu bansonga lumanisonga kajimoyu enwawe anyishaye. Alors nous poursuivons donc cette page rétrospective pour aborder la question sur les infrastructures et pour ce faire nous recevons Amina Mouacha. Bienvenue Amina Mouacha. Merci. Alors avec vous nous allons essayer d'échanger sur ce qui s'est passé du point de vue infrastructure, sur l'étendue de la République démocratique du Congo durant toute l'année 2021 avec beaucoup de projets, des constructions, notamment des routes lancées. Il s'agit entre autres du projet Tchilé-Gelou, lancé avec pompe par le président de la République. Qu'en est-il exactement? Merci beaucoup pour la parole Serge Makoro. L'année 2021, bien évidemment, a été une année très chargée dans le domaine des infrastructures. Donc le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a lancé plusieurs projets, notamment le premier projet majeur dès le début de l'année 2021. C'est un projet qui a été lancé le 17 mars 2021. C'est le projet pilote dénommé Tchilé-Gelou, lancé sur l'avenue Terre Jaune dans la commune de Lancélé. C'est un projet qui consiste à la réhabilitation et la modernisation d'un réseau de 40 km de la voirie urbaine de Kinshasa, c'est-à-dire un réseau bien évidemment de 10 km pour chaque district. Le deuxième projet majeur qui a été lancé, c'est le projet qui a été lancé bien évidemment à la 7e rue Limité, qui sera exécuté ou bien qui est en train d'être exécuté par l'OVD. Et ces travaux consistent en la réhabilitation de la 7e rue Limité, 12e, 13e et 15e rue Limité. Donc c'est un réseau de 13 km qui sera réhabilité et éclairé. Voilà, un autre projet, si je peux continuer. Voilà. C'est le projet qui a été lancé le 3 décembre 2021, si vous pouvez vous rappeler. Le chef de l'État avait lancé ce projet-là de réhabilitation avec son homologue ougandais, Yoweri Museveni. Donc c'était à Beni. Ils vont réhabiliter la route qui relie Beni dans le nord Kivu à l'Ouganda. Et bien évidemment, ce projet a comme avantage de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Alors nous allons bien évidemment découvrir
ce que vous nous avez donc proposé. Mais avant cela, je tiens à signaler que le projet Tshilé-Gelou concerne également les provinces, certaines provinces de la RDC. Bien évidemment, ce projet sera bien évidemment étendu dans différentes provinces, pas seulement la capitale. Voilà. Donc à la capitale, c'est 40 km qui sera réhabilité et le reste, c'est en province. Merci beaucoup Amina Mouacha. Je signale ou j'informe aux téléspectateurs que ce document a été réalisé par Amina Mouacha et Blanchard Baembe. Suivez. Dans le domaine des infrastructures, plusieurs projets ont été lancés par le président de la République durant l'année 2021. Le président Félix-Antoine Tshisekedi avait lancé mercredi 17 mars 2021 les travaux de modernisation et de réhabilitation des voiries urbaines à travers 2 projets. Le premier projet pilote, dénommé Tshilé-Gelou, lancé sur l'avenue Terre Jaune dans la périphérique est de la capitale, dans la commune de Lansélé, consistait en la réhabilitation et modernisation d'un réseau de 40 km de voiries dans la ville de Kinshasa, en raison de 10 km pour chacun des 4 districts urbains. Le deuxième projet de modernisation, lancé en 2021, est les travaux de réhabilitation d'un réseau de 13 km dans la ville de Kinshasa, lancé à la 7e rue Limité et exécuté par l'Office de voirie et drainage. Dans un premier temps, ce projet consiste en la réhabilitation et modernisation de la 7e rue Limité, 12e, 13e et 15e rue seront totalement réhabilitées et éclairées. Toujours durant l'année 2021, le 3 décembre 2021, le chef de l'État, avec son homologue ougandais Yoweri Museveni, ont lancé les travaux de construction des routes dans la ville de Beni, mais aussi la route qui relie la République démocratique du Congo, partant de Beni au Nord Kivu à l'Ouganda. Objectif, faciliter les échanges commerciaux entre les 2 pays. S'adressant aux sénateurs et députés réunis en congrès lundi 13 décembre 2021, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé 9 projets d'envergure dans le secteur des transports et voies de communication. Selon lui, ces projets, lancés en 2021, seront complètement réalisés en 2022. Il s'agit des projets ci-après. La construction du port en eau profonde de Banana, le bitumage de la route Kasomeno en RDC, Mwenda en Zambie, longue de 270 km, les bitumages de 30 km de voirie dans la ville de Bukavu et celui de 100 km du tronçon Bukavu-Goma, les bitumages de 748 km du tronçon Beni-Komanda, Nyanya-Kisangani, la réhabilitation de 54 km du tronçon Bunagana-Ruchuru-Goma, la réhabilitation de 54 km du tronçon Beni-Butembo, la réhabilitation de 89 km du tronçon Bunagana-Ruchuru-Goma, la mise en service du bac pour la traversée entre Zongo et Bangui en République centrafricaine. Enfin, le bitumage de la route Kalamba-Mbuji-Kananga-Mbuji-Maï. Nous disons souvent que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Il est temps de traduire cette affirmation en actes concrets en adoptant l'approche qui postule que tout développement devrait partir de la base vers le sommet. Ce sont là les mots du chef de l'État et on espère que cela va se concrétiser. Nous poursuivons cette page rétrospective 2021 sur la chaîne numérique Digital Congo Télévision. Cette fois, nous allons donc parler de la sécurité durant 2021. Vous le savez, une année marquée par l'instauration de l'état de siège dans 2 provinces de la RDC. Il s'agit de l'Ituri et du Nord Kivu. Eh bien, nous allons également parler d'autres actions qui ont été menées dans le cadre du domaine
sécurité en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Alain Lunomamba. Bienvenue. Merci Serge Makoro. Alors, qu'est retenir finalement de cette année 2021 en ce qui concerne la sécurité? C'est vrai que la grande annonce ou la grande actualité ou le grand événement, c'était bien évidemment l'instauration de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Justement, pour nous, notre équipe en tout cas, qui avons travaillé pour la sécurité, c'est le mot-clé même du travail qu'on a eu à réaliser, parce qu'on ne sait pas en moins de 10 minutes dresser exactement ce qui s'est déroulé. Il y a eu plusieurs grandes activités, les lignes ont bougé sur le front à l'Est avec la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du pays, mieux dans la province de l'Ituri et du Nord et Sud Kivu, plus le Nord Kivu, parce que vous le savez, les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, il y a eu instauration de l'état de siège. Ce sont les deux provinces les plus concernées par l'insécurité. J'ai fait ce travail avec Fifi Kouchipon, mais il faut aussi dire qu'on a réussi à faire quelque chose par rapport à la collecte de différentes activités sur le plan sécuritaire ici à Kinshasa. Pour venir en aide ou en appui aux forces armées qui sont exactement, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense. Mais je voudrais aussi ici saluer le travail abattu par nos correspondants en Ituri, Joachim Pitoua, qui a couvert toute l'année ce qui s'est passé sur place. Joachim Pitoua, Rossi Mbweki, Maozi Gabé, Ernest Mouero, qui est au Sud Kivu. Voilà, ils nous ont aidés à faire cette collecte. Effectivement. Et en tout cas, l'état de siège marque l'actualité sécuritaire durant l'année 2021. Aujourd'hui, depuis décembre en tout cas de l'année dernière, nous sommes à la 12e prorogation. Il y a eu le Parlement qui voulait obtenir, le gouvernement qui voulait obtenir du Parlement la loi d'habilitation. Le Parlement avait refusé. L'état de siège, comme Sokola 1, 2, sous le président Kabila, a l'objectif dont vous avez évoqué ici. Il est vrai, sur terrain, il y a un problème d'efficacité, mais nous pensons que l'état des sièges a apporté beaucoup plus pour permettre à la population de ces parties de la République concernée à vivre paisiblement et se sentir à l'aise de vivre en République démocratique du Congo. Alors merci beaucoup, nous allons suivre avec vous, en tout cas, ces documents produits et réalisés par deux de nos reporters. Il s'agit d'Alain Lunomamba que vous avez sur ce plateau et Fifi Kouchipon. Suivez. Au cours de l'année 2021, la situation sécuritaire en RDC est restée préoccupante. En plus de la Covid-19, le pays devrait à nouveau faire, en plus de cette pandémie, face à des tentatives de déstabilisation des institutions dans certaines provinces, précisément celles de l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Cette dernière qui aura fait face au début du mois de novembre à une incursion maîtrisée la nuit du 2 au 3 novembre, s'agissant de rebelles identifiés comme appartenant au mouvement CPC 64. Préoccupé par cette situation, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devrait aller au-delà des promesses et passer à l'acte pour répondre aux attentes des populations des provinces en proie aux activités des groupes armés dont les ADF, pourtant groupe venu de l'Ouganda voisin. Comme les années précédentes, la République démocratique du Congo a encore compté des morts en 2021, surtout à l'Est, en province du Nord Kivu. Défiant l'État, ces groupes armés, désormais qualifiés de terroristes par la communauté internationale, donnant raison à l'ancien président de la République Joseph Kabila qui le disait avant janvier 2019, période à laquelle il a quitté le pouvoir, ces terroristes sont passés aux actes odieux de crimes avec comme objectif terrifier la population et faire croire aux autorités qu'elles n'avaient plus le contrôle de la situation. Il ne s'est passé plus une semaine sans que l'on compte des morts en territoire de Béni par exemple. Femmes, enfants, hommes, personne n'était épargné et les bourreaux, outre le fait de ôter la vie des paisibles citoyens, laissaient les corps sans vie en morceaux. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, après plusieurs évaluations de la situation, la décision va tomber. Soit quelques semaines après l'investiture, le 26 avril du gouvernement Sama Lukonde, exactement le 6 mai 2021, le chef de l'État va décréter l'état de siège. Prenant la mesure de la situation et usant des prérogatives constitutionnelles me conférées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri
et du Nord Kivu. Dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, donnant lieu à un mode de gestion spécial avec à la clé la mise en place, en remplacement des autorités civiles, des officiers militaires et policiers, avec 2 généraux 3 étoiles plus que expérimentés, Constant Ndima pour le Nord Kivu et Johnny Luboya pour l'Ituri. Dans un voyage en France, le chef de l'État va même expliquer sa décision tout en sollicitant l'appui de la France comme allié de la République démocratique du Congo. Il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. L'objectif sera alors de barrer la route aux rebelles ougandais des ADF, considérés comme les plus meurtriers des groupes armés. Les ADF, à l'origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans, désormais présentés par le groupe État islamique EI comme sa branche en Afrique centrale, devront passer par le Parlement qui va s'opposer à voter la loi d'habilitation donnant feu vert aux prorogations de l'état de siège qui, après les 30 premiers jours, ne devrait dépasser le délai de 15 jours. De mai jusqu'au 3 décembre, il y aura au total 12 prorogations au niveau de 2 chambres du Parlement, avant la clôture de la session ordinaire de septembre où les 2 chambres ont permis au gouvernement d'avoir le pouvoir d'habilitation et légiférer pendant 3 mois. Et cette paix, croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. Ayant promis de séjourner dans cette partie du pays pour combattre de près ce phénomène, dans un voyage intervenu au mois de juin, un deuxième déplacement, après celui éclair d'avril 2019, le chef de l'État va réitérer son engagement de finir avec ces atrocités qui n'ont que longtemps duré. Et la période de l'état de siège sera tout de même marquée par des contestations, aussi bien par certains acteurs politiques que d'autres membres de la société civile, jugeant ce régime spécial, pourtant de légalité, peu efficace pour apporter des solutions. Cependant, sur le terrain, les opérations engagées par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la pacification va tant soit peu apporter une nouvelle dynamique. Et le porte-parole du gouvernement va pour ce faire s'adonner à apporter des réponses dans des briefings de presse pour donner à l'opinion nationale et internationale les éclaircissements sur l'évolution des opérations. Offrant le même exercice sera au rendez-vous avec les porte-paroles militaires en vue de rendre compte. Ce qui ne va pas calmer la pression côté société civile, insistant sur les faiblesses des opérations qui, selon elle, n'apportent non seulement pas des réponses aux problèmes, mais donnent lieu à la lenteur de la justice dans les provinces concernées. Et l'une des réponses à ces revendications sera entre autres la mutualisation décidée des forces congolaises et ougandaises, lancée officiellement le mardi 30 novembre, avec au total 1700 militaires ougandais sur le sol congolais. Une pilule amère pour les Congolais à avaler lorsqu'ils se rappellent des combats de triste mémoire en 1998 en ville de Kisangani entre les armées rwandaises et ougandaises. Mais le prix à payer dans la lutte contre les ADF. La présence de militaires ougandais de l'UPDF va apporter une touche de plus dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu sur terrain. L'apport des opérations conjointes s'est rendu visible à la grande satisfaction des autorités, dont le ministre de la Défense nationale et ancien combattant qui va visiter en fin d'année les 2 provinces pour une évaluation de terrain. Une des recommandations d'ailleurs des parlementaires des 2 chambres en République démocratique du Congo. Aux conséquences, plusieurs localités seront conquises, poussant les rebelles à changer même de stratégie. Va alors expliquer dans une interview accordée à la presse le gouverneur militaire de l'Ituri. Nous avons repris, comme j'ai dit, les centres d'intérêt de tous ces hors-la-loi. Nous avons ouvert les nationales, mais maintenant, ils sont presque en perdition et donc ils se divisent comme ça en petits groupes, attaquent les gens dans les sites de déplacés. Dans cette nouvelle stratégie, puisque dépourvu de moyens de faire mal à la République démocratique du Congo et sa population, le 25 décembre 2021 en territoire de Béni, dans un restaurant fréquenté, un attentat, et pas le premier, durant l'année, va ensanglanter cette partie du pays. Un kamikaze va exploser sa bombe, tuant 8 personnes et faisant une vingtaine de blessés.
Un acte qui sera condamné de tous les Congolais partant du chef de l'État. 2021 finissant, la RDC aura marqué des points sur ses rebelles, mais pas remporté la victoire. En 2022, les défis sécuritaires devront à nouveau être pris au sérieux par les autorités. L'année 2022 sera sans doute celle de mettre tout en œuvre, 2023 qui suivra étant la dernière du quinquennat de Félix Tshisekedi. Mais il ne saura pas seul relever ce défi. La population, souvent pointée du doigt d'être parfois de mèche avec ses ennemis de la paix, devrait aussi jouer sa partition en redoublant de vigilance et en dénonçant ceux qui sont suspects. Avant de mettre fin à cette page rétrospective, je vous laisse à présent découvrir ce qu'a été l'année 2021 sur le plan économique et financier. Un élément élaboré avec la participation d'Obed Kambale. La République démocratique du Congo, dont l'économie reste très dépendante du secteur minier soumis aux aléas des cours internationaux, est un État qui reste en situation de fragilité. Les perspectives de croissance pour 2022 sont toutefois plus favorables. Courant 2019, la baisse des cours des matières premières avait fortement fragilisé son cadre économique au point de nécessiter l'intervention d'urgence du Fonds monétaire international. La remontée rapide des cours internationaux courant 2020 a permis à l'économie RD congolaise de contenir une partie des effets de la crise sanitaire et d'afficher une légère croissance de plus 1,7%. Le FMI a par ailleurs approuvé en juillet 2021 un programme de 3 ans avec la République démocratique du Congo appuyé par une facilité élargie des crédits pour un montant d'1,5 milliard de dollars américains alors que le pays n'avait pas connu des programmes FMI avec financement depuis près de 10 ans. La RDC a donc connu une croissance économique de 5,7% en 2021 et pourrait atteindre la barre des 6,1% en 2022, a déclaré d'ailleurs la Banque centrale du Congo, affirmant que le pays s'est fortement remis de l'impact de la pandémie de Covid-19. Le comité en charge de la politique monétaire de la Banque centrale du Congo s'est réuni pour analyser les principaux faits économiques et financiers dès l'année 2021 et discuter des perspectives à court terme. Les perspectives de 2022 sont donc bonnes, renseigne la Banque centrale du Congo, pour l'économie avec une croissance projetée à 6,1%, une inflation annuelle autour de 5,0%, comme c'est le cas d'ailleurs en 2021, et la poursuite de la relative stabilité de la monnaie nationale. Elle indique également qu'elle prévoyait de réduire son principal taux d'intérêt en 2022 de 8,5% à 7,5% après une période de stabilité macroéconomique. L'économie congolaise s'est donc fortement remise dès l'impact de la pandémie de Covid-19 en 2021 avec une croissance estimée à 5,7%, souligne la Banque centrale du Congo qui précise que cette stabilité reflète la bonne coordination dans la conduite des politiques budgétaires et monétaires de la RDC. Et parmi les raisons qui ont concouru à cette croissance économique, il faut retenir que la RDC est le premier producteur africain des cuivres et le premier producteur mondial des cobalt, métal stratégique pour la fabrication notamment des batteries. Les prix des deux métaux ont donc considérablement augmenté en 2021. En dépit d'une richesse vantée, le pays reste l'un des plus pauvres et les moins avancés de la planète, embourbé dans des conflits armés pendant un quart de siècle. Au moins un quart de la population congolaise, soit quelques 27 millions de personnes, sont confrontées à des conditions de crise ou d'insécurité alimentaire aiguë d'urgence, selon les Nations Unies qui estiment que la situation pourrait s'aggraver dans les prochains mois. À la recherche donc des solutions pour booster son économie, la RDC, qui a un rôle majeur à jouer dans la transition mondiale vers les énergies renouvelables grâce à ses minerais stratégiques dont le potentiel représente 70% de la production mondiale du
cobalt avec la plus grande réserve des lithium en roche dure du monde et d'importants gisements de nickel et manganèse. Le pays de Félix Tshisekedi, avec l'accompagnement de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a organisé à Kinshasa du 24 au 25 novembre 2021 le DRC Africa Business Forum portant sur le développement d'une chaîne des valeurs régionales des batteries et des véhicules électriques et des énergies renouvelables. Une messe d'affaires qui a donc réuni les chefs d'État et des gouvernements africains, le secteur privé, les partenaires au développement, les investisseurs, les institutions publiques, privées, nationales et internationales, les négociateurs, les industriels, et cela en mode hybride, en vue de dialoguer, d'identifier les opportunités et de faciliter les investisseurs pour accroître la part de l'Afrique dans la chaîne des valeurs des batteries et véhicules électriques et des énergies propres. L'étude de Bloomberg présentée au cours de ce forum a démontré que la République démocratique du Congo est désormais la meilleure destination au monde pour l'industrie des batteries et véhicules électriques. Selon l'étude menée par ce cabinet mondialement reconnu, la construction d'une unité industrielle de production de 10 000 tonnes de précurseurs des cathodes coûte moins cher en République démocratique du Congo qu'aux États-Unis d'Amérique, qu'en Chine, qu'en Pologne également. Cette étude de Bloomberg, qui a fait la particularité de ce DRC Africa Business Forum, signale que la demande totale des métaux pour les batteries lithium atteindra 13,5 millions de tonnes d'ici 2030 pour permettre à la RDC de capter une partie des 8,8 000 milliards de dollars américains que cette chaîne des valeurs devra atteindre d'ici 2025. Les principales institutions financières en Afrique se sont donc engagées à soutenir la RDC pour qu'elle puisse devenir le premier acteur dans cette chaîne des valeurs des batteries et véhicules électriques avec la création du Conseil congolais des batteries au cours du premier trimestre 2022. La localisation et l'identification du site devra donc abriter l'usine pilote des précurseurs au premier trimestre 2022 et la tournée à organiser pour mobiliser plus d'investisseurs constitue les prochaines étapes dans l'exécution de ce méga projet. L'année 2021 du point de vue économique a été également marquée par la mise au point du processus de rationalisation des structures des prix des produits surgelés d'importation. Des discussions entre le ministère de l'économie et les opérateurs économiques autour d'un nouveau projet de structure des prix ont été largement engagées durant 2021 pour aboutir à un compromis entre les deux parties, compromis qui d'ailleurs sera foulé aux pieds. La réalité sur le terrain démontre le contraire. Les prix des surgelés n'ont pas donc baissé malgré ce terrain d'entente trouvé entre les importateurs et le gouvernement. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette page rétrospective. Voilà ce qu'a été en quelques mots l'année 2021. Merci en tout cas de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.